D'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler d'instabilité de cheville. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, moi, je m'appelle Brice Picot, je suis kiné à la base, et puis maintenant, je suis maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc, dans le département STAPS, et je suis rattaché au LIBM, qui est le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité. Vous connaissez certainement des gens comme Pascal Edouard qui sont dans le même labo. Il y a aussi JB Morin qui travaille sur les aspects force-vitesse. Laurent Messonnier, je sais qu'il a fait une intervention il n'y a pas très longtemps pour la Fédé de cyclisme. Il est beaucoup sur le lactate, etc., etc. Donc c'est un labo qui est orienté sur les aspects performance, mais aussi sur les capacités. Et donc moi, mes axes de recherche, c'est l'instabilité de cheville, et puis il y a des axes aussi les ruptures du LCA. On aura peut-être l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard. Donc là, l'idée, c'est de prendre, je pense, une quarantaine de minutes. Et ce que je voulais faire, c'était qu'on se mette assez d'accord sur la définition, sur des concepts importants quand on va parler d'instabilité de cheville. Pour la petite histoire, on est en train de travailler en ce moment, on a finalisé les nouvelles recommandations de l'HAS. J'en parlerai un petit peu, alors pas sur le contenu, parce qu'on n'a pas le droit de parler du fond, mais moins sur la forme. Quand on s'est réuni avec un groupe d'experts sur l'instabilité de cheville et les entorses latérales, on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord sur les définitions. C'est quoi une instabilité de cheville? C'est quoi une entorse latérale? Et même quand on s'intéresse beaucoup au sujet, ben, c'est pas toujours très clair. Donc l'idée, c'était de faire un focus là-dessus. Et puis après, on parlera plutôt des aspects autour un petit peu de l'examen clinique, mais surtout du bilan. Comment on identifie ces patients instables de cheville, et puis quels sont les grands axes de rééduc. Et on terminera par une partie sur le retour au sport. Mais j'avais déjà fait un webinaire avec vous il y a quelques temps sur le retour au sport et notamment l'Uncle Go. Donc je ne vais pas focaliser là-dessus. Il y aura juste quelques nouveaux éléments qu'on a publiés récemment, je pense, qui peuvent vous intéresser. Et puis après, on gardera un peu de temps de discussion, je pense, à la fin, s'il y a des questions spécifiques ou des thèmes que j'ai pas abordés, parce que c'est assez court, mine de rien, 45 minutes. Normalement, c'est des formations qu'on fait sur quasiment 2 jours. Donc voilà, l'idée, c'est de faut pas hésiter après à discuter. Si on rentre dans le vif du sujet, donc l'entorse de cheville, je pense que vous le savez tous, c'est la pathologie la plus fréquente. Elle touche aussi bien pardon, les patients sportifs que les patients sédentaires. C'est vraiment la pathologie la plus fréquente qu'on retrouve. Et la particularité de cette blessure par rapport à d'autres blessures, c'est son fort taux de récidive. On estime qu'il y a environ, alors c'est assez vaste comme fourchette, mais ça peut aller jusqu'à 70% de récidive, notamment dans des populations comme les basketteurs, les handballeurs, dans les sports co, on a beaucoup de récidives. Et puis 30%, c'est plutôt des chiffres qu'on retrouve chez les sédentaires, mais même les sédentaires se font beaucoup d'entorses de cheville. Et puis la conséquence de ça, c'est le développement de l'instabilité chronique de cheville, donc on va beaucoup parler ce soir. Et on estime là encore qu'il y a à peu près 40% des patients qui, à la suite d'une première entorse, vont développer une instabilité chronique. Sauf que la définition de l'instabilité chronique, elle est souvent pas très bien comprise et maîtrisée. Et donc souvent, on sous-estime cette prévalence d'instabilité chronique. Et ce qu'on sait aussi pas mal, c'est que ben, à terme, ça amène de l'arthrose précoce de cheville, puisqu'on sait qu'à peu près 70% des arthroses de cheville, elles sont d'origine post-traumatique. Les arthroses précoces, donc c'est aux alentours de 45-50 ans. Donc c'est ce qu'on appelle globalement la cascade catastrophique de l'entorse de cheville, qui va d'une première entorse où on se dit c'est pas grave, c'est juste une entorse, jusqu'à un développement d'arthrose et un vrai impact sur la vie des patients. Ça, c'est une étude assez intéressante qui montre que même chez les lycéens et les universitaires américains, les patients instables chroniques de cheville, ils faisaient en moyenne jusqu'à 2000 pas de moins par jour que des individus qui étaient sains. Et si on regarde en termes de dépenses métaboliques, d'activité métabolique, ils ont plus de la moitié de déficit d'activité métabolique par rapport à des sujets sains. Donc ça a un vrai impact sur l'activité physique des gens. Ils sont obligés de modifier leur activité physique et ils ont une réduction drastique de leur activité. Ne serait-ce que le nombre de pas par jour, c'est assez parlant. 2000 pas par jour en moins, c'est énorme. Même chez des jeunes sujets, puisque c'est des universitaires ici. Si on fait un point sur l'épidémio en termes de détails, un sport qui est particulièrement touché, c'est le basket, puisqu'en NBA, on estime qu'il y a un quart des joueurs de NBA chaque année qui va se faire une entorse de cheville. On reviendra un peu sur les délais d'absence, mais globalement, on estime qu'ils vont rater 2 matchs par entorse euh, et qu'il leur faudra à peu près 8 jours. Alors, c'est pas beaucoup, mais globalement, 8 jours pour revenir jusqu'au prochain match de basket. Ça, c'est des éléments sur lesquels on reviendra après. Donc, en fait, c'est assez fréquent. C'est souvent sous-estimé, on va le voir. Et si on réfléchit sur les raisons qui expliquent cette cascade catastrophique,
La raison numéro un, en fait, c'est que l'entorse, elle est banalisée. C'est vrai, on va le voir par les patients, si vous regardez cette étude-là, mais il y en a plein d'autres. Bon, là, je vous ai mis deux références, mais globalement, on estime que même chez des gens actifs, il y avait même jusqu'à des joueurs de basket semi-pro, et ben, on se rend compte qu'il y a quasiment deux tiers des patients qui consultent pas après avoir fait une entorse de cheville. Donc, il y a une grosse banalisation. Ce qu'on sait aussi, c'est que ben, les patients qui consultent pas, et donc ceux qui vont pas avoir de rééducation et de consultation médicale, vont être ceux qui vont avoir les symptômes les plus graves derrière et une fonction qui va être la plus altérée, notamment c'est mesuré avec un questionnaire qu'on appelle le FAM, dont on parlera tout à l'heure. Donc on a un vrai rôle en tant que professionnel de santé, nous, c'est d'essayer de vulgariser les choses et d'inciter les patients à consulter. Donc on essaye, nous, régulièrement de faire passer le message en disant attention, c'est pas juste une entorse, c'est important d'aller consulter parce qu'il y a des conséquences à long terme euh, sur votre activité physique et donc sur la santé au sens large. Donc la première raison, c'est ça, c'est la banalisation par les patients. La deuxième raison, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est qu'en fait, les praticiens, les professionnels de santé, c'est vrai chez les kinés, c'est vrai chez les médecins, c'est vrai chez les chirurgiens aussi, en fait, on ne comprend pas bien cette instabilité et globalement, on ne maîtrise pas la plupart des tests, des tests cliniques, des scores qui nous permettent de correctement comprendre ce que c'est qu'une entorse de cheville et une instabilité. Ça, c'est un papier qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps avec des collègues qui sont suisses, mais également un collègue irlandais, Iman Delahaye, c'était un ancien responsable de l'International Angle Consortium, donc c'est un chercheur irlandais qui a fait la même étude que nous il y a quelques années en Irlande. Là, on a interrogé des praticiens, donc un peu plus de 400 physios. Alors, physio, c'est kiné, mais on est allé aussi au Canada, on est allé au Luxembourg, en Suisse, en Belgique. Et on leur a demandé de nous rapporter les tests qu'ils utilisaient pour évaluer une entorse de cheville. Alors, globalement, si on regarde sur les lésions osseuses, on peut dire qu'il n'y a que 45% des personnes qui ont répondu qui déclaraient connaître les critères d'Ottawa. Et par contre, si on leur demandait en détail de venir les citer, ces critères d'Ottawa, en fait, il n'y en avait que 25% qui étaient capables de donner des informations assez précises. Et au final, il n'y a que 6% qui maîtrisaient l'ensemble des critères d'Ottawa. Donc en fait, ça, on peut se dire que c'est un vrai problème, parce que c'est le premier examen clinique qu'on est amené à faire pour chercher une lésion osseuse. Et finalement, les gens les maîtrisent pas très bien. En tout cas, ils ont l'impression de les maîtriser. Mais quand on leur demande de faire les tests, ils sont, par exemple, pas très pertinents. Ils vont palper la partie antérieure de la malléole latérale, alors qu'on sait qu'il faut pas aller palper la partie antérieure. C'est vraiment la pointe et le rebord postérieur. Si on regarde les éléments ligamentaires, il n'y a que 25% des répondants qui étaient capables de citer les deux tests gold standard pour évaluer une entorse latérale, à savoir le talar tilt test pour le calcanéo-fibulaire et le tiroir antérieur pour le LTFA. Et il y en avait que 5% qui étaient capables de citer au moins deux tests ligamentaires pour la syndesmose, et seulement 1% connaissaient le cluster complet, on va dire, qui permet de coupler la palpation, les tests ligamentaires, donc le squeeze test, le test de contrainte en rotation externe, pour vraiment diagnostiquer la présence d'une syndesmose. En tout cas, exclure la présence d'une syndesmose s'ils sont tous négatifs. Donc finalement, les gens maîtrisent peu l'examen clinique de la cheville. Ça, c'est un autre problème. Il y a des travaux australiens qui montrent qu'aux urgences, la zone pied-cheville, c'est là où on a le plus de mauvais diagnostics, de faux diagnostics. Donc finalement, c'est pas très bien maîtrisé, les connaissances autour de l'entorse, et on va voir que sur les définitions de l'instabilité chronique, c'est pire. Et par contre, quand on leur demandait à ces praticiens-là combien vous vous mettez sur 10, vous connaissez tous le tu te mets combien, bah, globalement, ils se mettaient un peu plus de la moyenne, voire 6,5, 7 pour certains. Ça fait entre 13 et 14, alors qu'il n'y en a pas la moitié qui connaît les critères d'Ottawa. Donc ça, c'est vraiment de l'illusion de la connaissance. Et derrière, ben, la prise en charge, elle est dégradée. Et je vous parle pas non plus, je vous ai pas tout mis, mais tout ce qui est bilan, rééducation d'une entorse et d'une instabilité de cheville, là, c'est catastrophique. Alors, on peut pas leur en vouloir, je pense, parce que globalement, en France, en tout cas, les recommandations de l'HAS, elles datent de 2000, donc elles sont plus du tout à jour. C'est pour ça qu'on a fait une saisine de l'HAS qui devrait sortir normalement là, vous avez dit premier semestre 2025, où on a refait toutes les nouvelles recommandations, soit des diagnostics de la rééducation, la gestion du retour au sport, l'examen clinique, etc., etc. On a refait un état des lieux complet pour pouvoir proposer aux praticiens des outils simples pour vraiment prendre en charge correctement une entorse et une instabilité de cheville. Et la dernière raison, donc la première raison, c'est banalisation par les patients. La deuxième raison, c'est une banalisation par les praticiens. En fait, c'est juste une entorse, on sait faire. Et la troisième raison, c'est une banalisation, mais qui se retrouve dans la gestion du retour au sport. Il y a quelques travaux qui ont évalué les délais de retour au sport après une entorse. Et ces chiffres, ils sont quand même intéressants. C'est que là ici, c'est chez des universitaires et des lycéens.
À la suite d'une entorse de cheville, il y a 44% des gens qui sont à nouveau sur le terrain le lendemain, et il y en a 80% qui sont sur le terrain dans la semaine. Or, on sait bien que globalement, on ne peut pas guérir des déficits de l'instabilité de cheville en une semaine. C'est impossible, des déficits de force, de proprio. Et donc, il y a un consensus assez large qui nous dit, en fait, ce retour prématuré au sport, c'est un facteur majeur à nouveau de récidive. Et donc, cette cascade d'instabilité, elle s'explique majoritairement, toujours pareil à cause de la banalisation, à différentes étapes dans la prise en charge du patient. Alors, je me suis amusé il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit, c'est pas de la faute des praticiens souvent, parce que sur les critères de retour au sport, en l'occurrence en 2020 jusqu'en 2021, 2023, on n'a pas de critères de retour au sport objectif, et la recherche scientifique, elle est un peu en retard. Je vous ai donné, je vais aller taper sur PubMed retour au sport et rupture du ligament croisé, et vous voyez qu'il y a un peu plus de 2000 articles qui sortent. On sait que les entorses de cheville, par exemple, chez des basketteurs, c'est 15 fois plus fréquent, l'incidence elle est 15 fois plus importante que les ruptures de ligaments croisés. Par contre, si on regarde la biblio, la biblio, en 2024, c'était à la fin de l'année dernière, j'ai sorti cette recherche-là, j'ai tapé entorse de cheville et retour au sport, et il n'y a que 48 résultats qui sont sortis, en sachant que ça commence en 2015. Et sur les 48 résultats, il y en a une grosse dizaine qui sort en 2024. Donc en fait, là encore, c'est pas vraiment de la faute des praticiens, c'est qu'en fait, on n'a pas de critères objectifs de retour au sport, donc on se base sur le temps. Et le temps, il est géré de manière assez mauvaise. En règle générale, les gens ils retournent sur le terrain quand ils ont plus mal. Or, on sait que la douleur, c'est pas un bon indicateur de la guérison propre de l'entorse de cheville. Du coup, l'idée de cette présentation-là, c'est vraiment qu'on soit OK sur qu'est-ce que c'est que l'instabilité, comment je l'évalue, cette instabilité chronique de cheville. Alors en fait, elle est bien définie dans la littérature, l'instabilité chronique de cheville. Depuis 2016, il y a un consensus qui s'appelle l'International Ankle Consortium, qui est un regroupement de chercheurs, de praticiens, qui se réunit assez régulièrement, et ils ont sorti en 2016 les critères pour pouvoir définir une entorse de cheville et une instabilité chronique. Et l'instabilité chronique de cheville, elle se définit par trois éléments. Le premier élément, ça paraît évident, mais il faut s'être déjà fait une entorse de cheville. Et dans le domaine de la recherche, en général, on va considérer qu'il faut que cette cheville, cette entorse, elle ait eu lieu il y a plus d'un an. On n'est pas sur une entorse aiguë, on est vraiment dans la définition de l'instabilité chronique de cheville sur quelque chose qui a plus d'un an. Alors on verra comment on définit une entorse de cheville. Le deuxième critère, eh bien, il faut que le patient il décrive, depuis cette première entorse, des sensations d'instabilité qui rapportent une instabilité, ou il peut également rapporter ce qu'on appelle des épisodes de giving way, c'est-à-dire que la cheville se dérobe, la cheville elle lâche. Les patients nous disent souvent ah il y a ma cheville qui s'est tordue. C'était pas vraiment une entorse, ça m'arrive souvent, mais de temps en temps je me fais des entorses, mais il y a vraiment ces épisodes où ça lâche de temps en temps. Ça dans la littérature c'est bien défini, c'est ce qu'on appelle des épisodes de giving way, c'est-à-dire la cheville qui lâche. Et puis pour définir l'instabilité, on a un questionnaire que vous allez voir juste après qui s'appelle le CAIT, qui va nous permettre avec un seuil de dire lui il rentre dans la catégorie des instables. Et le dernier critère, c'est la fonction. Il faut évaluer la fonction des patients. C'est des instables qui vont vous dire, moi, je suis moins capable de faire des choses, soit dans mon activité de la vie quotidienne. Ça peut être descendre les escaliers, par exemple. Ça peut être me laver les dents, tenir en équilibre sur un pied. Donc ça, c'est mesuré avec un score dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle le FAM, avec deux parties. Une partie dans les activités de la vie quotidienne et une partie dans les activités sportives. Et donc, il faut évaluer ces trois éléments pour définir un patient comme instable de cheville. Pour rappel, il faut un antécédent d'entorse de cheville, un rapport d'instabilité régulière, d'épisodes de giving way, voire d'épisodes de récidive, et trois, une diminution de la fonction auto-rapportée. Alors, comment on définit une entorse latérale de cheville? Ça paraît tout con, mais la définition de l'entorse latérale de cheville, c'est un traumatisme du complexe latéral, c'est-à-dire que la syndesmose, elle est exclue de cet élément-là. Et ce mécanisme, c'est une supination. Alors attention, une supination en anglais, supination, ça veut dire inversion. Là, on parle bien de supination à la française. Le plus souvent, elle est combinée à une adduction de la cheville et beaucoup plus rarement une flexion plantaire. Et il y a entorse si derrière, il y a des symptômes. Les plus classiques, c'est douleur, œdème et modification de la fonction, c'est-à-dire impotence fonctionnelle. Ça, c'est la définition d'une entorse que vous voyez bien ici sur la vidéo. Et puis, en parallèle de ça, on a un autre mécanisme dont j'ai parlé, c'est le giving way. Si vous regardez la cheville ici, à un moment, vous la voyez partir, sa cheville, là. Et là, le patient, il va vous dire, ça a lâché, j'ai senti qu'elle se tordait, mais ça arrive souvent. Mais par contre, ça m'impacte pas, j'ai pas de phénomène de gonflement, d'œdème, etc., etc. J'ai pas d'impotence fonctionnelle. C'est la définition d'un phénomène de giving way. Alors, j'ai juste un petit souci, excusez-moi.
Ça arrive des fois, désolé. Avec. Désolé, hein, ça va revenir, mais j'ai un petit souci avec PowerPoint des fois qui lâche et T'inquiète, aucun problème, Brice. C'est très cool les vidéos, donc je pense que qui aime c'est. pas les vidéos. Ouais. Donc on a défini l'instabilité, on a défini l'entorse et on a défini le giving way. Maintenant, il faut qu'on définisse euh, les questionnaires qui vont nous permettre de dire ce patient il est instable, ce patient il n'est pas instable. Donc, je vous ai parlé du CAIT. CAIT, c'est Cumberland Ankle Instability Tool. C'est un questionnaire de 9 questions qui est validé en français. Je vous l'ai mis ici. On va poser des questions au patient sur sa cheville gauche et sur sa cheville droite. Globalement, est-ce que tu as des douleurs? Quand est-ce que tu as des douleurs? On Est-ce voit que... pas ta présentation, on voit pas le PowerPoint, Brice. Ah, voilà. Désolé. Tac, tac. Impeccable. C'est bon. Donc revoilà le CIT, le Cumberland Ankle Instability Tool. 9 questions, et sur ces 9 questions, on demande pour des douleurs à la cheville, est-ce que ton patient il a une instabilité de cheville, quand est-ce qu'il ressent cette instabilité, est-ce que c'est quand il court, quand il marche, et puis on va compter le nombre de points qu'il marque, vous voyez c'est à droite ici, et au total il y a possibilité de marquer 30 points. Et dans la littérature scientifique, c'est assez clair, c'est validé dans de nombreuses études chez nous en France. Si on est à moins de 24 points, on va considérer qu'il a une instabilité chronique de cheville. Là, ici, je l'ai fait chez un patient, il avait 27 sur sa cheville gauche et il avait 13 sur sa cheville droite. Il est clairement instable à droite, mais il n'est pas instable à gauche. Donc ça rentre dans le deuxième critère, votre patient qui décrit une instabilité. Le troisième critère, c'est la fonction du patient. Et je vous ai dit, il faut qu'il déclare une diminution de la fonction. Donc pour ça, on utilise le FAM avec deux parties. Voilà la partie sur la vie quotidienne et puis la partie sur le sport que vous avez ici. Ça se cote sur 100%, c'est une échelle qu'on va évaluer sur 100%. Et on considère que notre patient il est instable chronique s'il a moins de 90% de sa fonction sur ses activités de la vie quotidienne, à cause de sa chine évidemment, ou, ou des fois c'est les deux, 80%, moins de 80% dans son activité sportive. Et nous, on a défini un nouveau seuil de retour au sport, c'est 95%. C'est-à-dire qu'il faut que votre patient il soit plus du tout gêné avant de reprendre le sport. C'est un questionnaire qui est hyper intéressant, qui est assez long à faire. Et donc, il existe une version courte qui s'appelle le Quick Fam, avec beaucoup moins de questions. Vous l'avez ici. Il est encore pas validé en français. On est en train de le terminer en français. Mais globalement, les seuils sont à peu près les mêmes. En tout cas, dans la littérature américaine, l'équipe de Hodge qui l'a développé, ils ont à peu près les mêmes valeurs, à savoir 90% globalement. Donc, on est en train de finir sa version courte, ce Quick Fam. C'est assez facile à traduire, hein, si vous voulez. Vous pouvez déjà l'utiliser comme ça. Est-ce que tu es gêné pour courir, sauter, descendre, monter? Bon, c'est pas très compliqué comme traduction. C'est une version qui est plus courte et qui va nous permettre de gagner du temps derrière. Donc ce FAM ou ce Quick FAM, lui, va nous permettre d'évaluer, encore une fois, la fonction rapportée par le patient. Vérifier si oui ou non il est gêné par son entorse et par son instabilité. Et donc définir l'instabilité de cheville. Donc si vous m'avez bien suivi, on a potentiellement des patients, je vous ai dit ça représente à peu près 40% des patients après une entorse de cheville, qui vont être considérés comme, en anglais, CAI, c'est-à-dire Chronic Ankle Instability. Première entorse il y a plus d'un an, épisode de Giving Way récidive, CAIT inférieur à 24 et diminution de la fonction mesurée via le CAIT. Et tous les patients ne finissent pas comme ça. On a à l'autre côté, à l'autre bout du spectre, vous regardez là-dessus, des patients qui vont complètement guérir de leur entorse. Et eux, cette guérison complète, en fait, on les considère comme étant des patients qui s'appellent des patients Copper. C'est un terme qui est peu connu, alors qu'il est pourtant assez vieux, il a un peu plus de 15 ans, et dans le croisé, il a une trentaine d'années, ce terme-là. La définition d'un Copper, de la guérison complète, c'est l'opposé. C'est un patient qui a plus d'un an de sa première entorse, qui ne va pas rapporter d'épisode de giving way ou de récidive, qui a donc un CAIT supérieur à 24, qui a repris son activité initiale. Ça, c'est vraiment important, parce que des fois, vos patients, ils vous disent, non, mais ça va, ma cheville, elle me gêne pas. Par contre, si vous creusez, ils vont vous dire, ouais, bah, je faisais du basket, mais bon, maintenant, j'ai arrêté le basket à cause de ma cheville. Je me suis mis au triathlon, et là, ça va bien. Donc, eux, ils sont pas copper, en fait. Ils ont quand même dû modifier la fonction pour s'adapter aux contraintes de la cheville. Donc, quelqu'un qui est copper, c'est quelqu'un qui a retrouvé son niveau d'activité, en tout cas, qui a retrouvé son activité antérieure. Et quand vous lui demandez, il y a des questionnaires assez simples qu'on a développé, le Simple Ankle Value, là, on a une publication qui va sortir dans pas longtemps, qui montre que les patients, ils estiment assez bien le fait qu'ils aient complètement récupéré. Donc, à la suite d'une entorse, vous avez un espèce de spectre global possible, avec d'un côté la pire configuration, c'est un instable de cheville, et au mieux de l'autre côté, une récupération complète, c'est ce qu'on appelle des patients copper.
Et eux, ils sont tellement rares, ces patients copper, nous, dans nos cohortes, là, on en a une petite trentaine de pourcents maximum, que Wickstrom, et Eric Wickstrom, qui est un chercheur américain, il les définit comme des patients ou des individus qui ont échoué à devenir instables, tellement ils sont rares, ces individus copper. Alors, il y a un élément qui est important, et je pense que pour vous, en tant que médecin, c'est vraiment essentiel, c'est quelque chose sur lequel je me bats souvent dans les congrès ou dans les prêses, c'est l'absence de lien qu'il y a entre la laxité de la cheville, la laxité pathologique de la cheville, et le fait de développer une instabilité chronique. Dans la plupart de la tête des gens, je suis instable parce que j'ai une laxité. Or, c'est faux, on le sait, il y a pas mal de publis, je vous ai mis celle-là qui est assez intéressante, elle est récente, elle vient tout juste de sortir. Ils ont regardé avec de l'échographie, ils ont considéré un ligament normal et un ligament anormal, ce que vous avez ici. Et puis, ils ont fait un test de tiroir antérieur, mais ils ont mesuré la laximétrie antérieure. Et qu'est-ce qu'ils montrent? Bah, globalement, c'est assez cohérent. Les ligaments anormaux en rouge ont une laxité supérieure aux ligaments normaux. Donc là, jusque-là, rien d'anormal. Ça devient intéressant quand on commence à regarder ce qui se passe en fonction du CAIT, ce questionnaire dont je vous ai parlé, qui évalue la fonction des patients. Et bien, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a aucune différence de laxité et il n'y a aucune différence, on le verra aussi là aussi, de qualité ligamentaire, on pourrait dire, entre des patients qui ont une bonne fonction et des patients qui ont une mauvaise fonction. C'est-à-dire que le CAIT, il est complètement indépendant de la qualité ligamentaire. Pas parce que vous avez un LTFA flingué que nécessairement vous allez avoir une fonction de la cheville qui va être mauvaise. Et l'inverse est vrai, il y a des gens qui ont des très bons CAIT et qui pour autant ont un ligament anormal. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Et le message le plus important, il est là pour moi, c'est si on prend trois populations, les instables chroniques en rouge, les copper dont je vous ai parlé et les sujets sains, et qu'on regarde leur déplacement, leur laxité antérieure, les copper et les sujets instables ont une laxité antérieure qui est significativement supérieure aux sujets sains. Par contre, il n'y a aucune différence entre les deux. C'est-à-dire qu'entre un copper et un instable, on ne peut pas savoir à partir de sa laxité dans quelle catégorie il se place. C'est pas parce que vous avez une laxité importante que nécessairement vous allez devenir instable, et inversement, bah, vous pouvez avoir des coppers qui ont une très grosse laxité. Ça, c'est un phénomène important, et ce dernier graphique de la même étude, il montre qu'il n'y a aucune corrélation entre le CAIT et la laxité antérieure. Donc en fait, le message fort à retenir, on le voit dans une autre étude que je vous ai mis ici, qui est de la même époque et qui dit la même chose, c'est que la laxité articulaire, laxité mécanique, n'est pas un élément qui permet de caractériser l'instabilité de cheville. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, la laxité articulaire, c'est uniquement une petite pièce du puzzle de tout ce qu'est l'instabilité fonctionnelle, l'instabilité chronique de cheville. Je vais essayer de vous le présenter sur ce modèle qui est toujours publié par l'équipe de Wickstrom. Imaginez que vous avez une fonction normale, un patient qui s'est jamais tordu la cheville, et puis un jour, il va se faire une entorse de cheville. À la suite de cette entorse, il va y avoir tout un tas de déficits qui vont apparaître. Des déficits qui sont sensorimoteurs, des déficits mécaniques, structurels, et une adaptation, une modification des aspects perceptifs. Ça, on va en parler, ça va être essentiel dans le bilan de notre patient. C'est ce qu'on appelle le ROST. Donc ces déficits-là, ils vont entraîner ensuite un ensemble de symptômes résiduels, notamment la douleur, les gonflements, qui peuvent durer dans le temps. Et il va y avoir un phénomène intéressant qui est bien connu dans le croisé, qui l'est moins sur la cheville, c'est que votre système sensorimoteur, il va complètement se réorganiser. Une modification des patterns au niveau musculaire, proprioceptif. Et ça va aboutir à deux possibilités. Soit cette adaptation sensorimotrice, elle est efficace et votre patient retrouve une fonction normale. C'est ce qu'on appelle un copper, mais c'est la fonction, enfin c'est la situation la plus rare. C'est seulement 30% des cas. Et à l'inverse, le plus classique, c'est un patient qui va avoir une réorganisation sensorimotrice, mais qui va être non efficace et qui du coup va développer cette instabilité chronique avec une espèce de cascade, un cercle vicieux qui va enchaîner entorse sur entorse sur entorse. Donc le message fort, c'est que à la suite d'une entorse, le système nerveux central il se réorganise, il sera plus jamais comme avant. Donc les sujets sains sont toujours très différents des sujets qui ont déjà eu une entorse. Même s'ils sont copper, ils sont jamais sains les sujets copper. Et par contre, on a une probabilité, une possibilité de se réorganiser. Et on sait que plus on fait de la rééducation, on est pris en charge, plus la probabilité de devenir copper, elle augmente. Mais par contre, on n'a pas à l'heure actuelle, jusqu'à là, cette année, on n'a pas de critères qui vont nous permettre de prédire qui deviendra copper et pas copper. Et jusqu'à maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'on se basait beaucoup sur la laxité. Or, la laxité, c'est un très mauvais prédicteur de la fonction du patient. Alors ça, c'est le modèle qui fait toujours peur à tout le monde, mais c'est le modèle le plus important quand on s'intéresse à la cheville, à l'instabilité de cheville, c'est ce qu'on appelle le modèle d'Hertel. En fait, il n'est pas très compliqué, on va regarder ensemble. Vous avez un patient qui se fait une entorse latérale ici. Je exclue la syndesmose, elle ne rentre pas dans ce modèle-là.
Ce patient se fait une entorse latérale de cheville et il va rentrer dans le fameux modèle biopsychosocial. Au centre, c'est le bio, on va beaucoup détailler. À gauche, c'est plutôt les aspects en lien directement avec les facteurs personnels du patient. Est-ce que c'est une fille, un garçon, son âge, est-ce qu'il a des antécédents, ses aspects psychologiques, le psycho, il est là. Et de l'autre côté, on a les aspects sociaux, est-ce qu'il est entouré, quelle activité physique il fait, quelle activité professionnelle il a. C'est un modèle américain, donc son accès aux soins, ça c'est vraiment le social du biopsychosocial. Et au centre, ce qui va beaucoup nous intéresser maintenant, c'est le bio, c'est-à-dire les déficits spécifiques qui sont liés au traumatisme de la cheville, à l'entorse de cheville. Et à la fin, ça nous donne ce spectre dont je vous ai parlé, sur lequel on reviendra un peu après. Si on zoome sur le biopsychosocial, pardon, sur le modèle bio au centre, vous voyez qu'en fait, il y a trois grosses bulles. La première grosse bulle, c'est les déficits qui sont connus depuis très longtemps, que la plupart des médecins, chirurgiens connaissent bien, c'est ce qu'on appelle les déficits pathomécaniques. Donc il y a la laxité. Je ne dis pas que le traumatisme à la cheville n'entraîne pas de laxité. On a bien vu qu'effectivement, les gens qui se blessaient, ils avaient une laxité. Ils avaient un ligament qui était pathologique. Donc elle est ici, mais globalement, c'est une seule petite pièce de tout ce gros puzzle. À côté de ça, vous avez les déficits arthrocinématiques, par exemple la perte de flexion dorsale de cheville, vous pouvez avoir des lésions capsulaires, des œdèmes, modification du tissu, épaississement de la capsule, voire lésion du dôme astragalien, etc., etc. Donc ça, c'est tous les éléments que vous pouvez voir entre guillemets facilement sur les tests cliniques. Donc ici, par exemple, le Talartil test, le test du tiroir antérieur, l'imagerie, tout ça va nous donner des infos là-dessus. Et ce qui est beaucoup moins connu, mais qui semble maintenant primordial pour comprendre l'instabilité de cheville, c'est les aspects sensorimoteurs dont je vous ai parlé. À gauche, les aspects sensoriels, donc la douleur, la diminution de proprioception, l'instabilité perçue, la kinésiophobie, la fonction rapportée. Et de l'autre côté, l'autre bulle, c'est la fonction motrice, la force, ici, les réflexes, l'inhibition musculaire, la l'AMI dont on parle maintenant beaucoup, mais c'est connu depuis pas mal de temps, l'équilibre, le contrôle postural. Tout ça va former la fameuse boucle perception-action qu'on connaît bien en neurophysio et va créer une espèce de neurosignature qui est propre à chaque patient. Le message fort qu'il faut retenir ici, c'est que chaque patient va se retrouver à la suite de son entorse de cheville avec en fait des déficits différents. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux patients qui sont une entorse, qui ont un CAIT à 17, ils sont tous les deux instables, et votre premier patient, il a une laxité, il a une inhibition neuromusculaire et il est très douloureux. L'autre patient qui vient le même jour dans votre cabinet, il fait le même sport, il a le même âge, il n'a pas une laxité monstrueuse. Par contre, il a des déficits de flexion dorsale de cheville, il a une instabilité vraiment ressentie et il a une perte de force. Mais il n'y a pas de problème proprioceptif. Et il faut bien comprendre que du coup, ces deux patients-là, on ne peut pas les prendre en charge de la même manière parce qu'ils ne vont pas avoir la même organisation sensorimotrice. Et donc, à la fin, ça va nous créer ce qu'on appelle une neurosignature qui est propre à chaque patient et qui va amener cette sortie, hop là, j'avais fait des animations, j'ai oublié, qui va nous sortir justement l'état du patient à la fin de sa prise en charge, qui peut être soit vers l'instabilité chronique, soit vers le patient copper. Et si on laisse nos patients sortir de notre prise en charge avec des déficits, encore des petites bulles allumées, eh ben, il y a un risque majeur qu'ils deviennent instables chroniques de cheville. Parce que chaque bulle, en fait, c'est un facteur de risque de récidive. Donc le message vraiment important, c'est que la prise en charge, elle est efficace si on identifie bien les déficits des patients, donc chacune de ces petites bulles, on est capable de les évaluer, on est capable de les traiter, et qu'on vérifie avant de les remettre sur le terrain, bah, qu'on a gommé, entre guillemets, ces petites bulles-là, ces déficits. Donc ça, c'est un message important. Aujourd'hui, on parle même, nous on aime bien ce terme-là, de carte d'identité de l'instabilité chronique de cheville. Chaque patient que vous avez qui est instable chronique de cheville, même chaque patient qui fait une entorse de cheville, eh ben, il a ses propres déficits. Et dans la littérature, on parle souvent de, c'est une combinaison unique de déficits qui sont propres à chaque patient. Et donc, il ne faut pas que je leur fasse la même chose en rééducation, en prise en charge. Il y en a qui ont besoin d'une prise en charge chirurgicale parce que la laxité est le problème majeur. D'autres, ce ne sera pas le cas. Et donc, il n'y a pas de simple entorse de cheville. C'est pas juste une entorse de cheville. Chaque patient est différent. Et ce qui est hyper cool pour notre boulot, je trouve, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière l'instabilité chronique. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on arrive à avoir un bilan qui est exhaustif, qui est complet, qui est rigoureux, pour essayer de comprendre qui est notre patient instable et comment je vais organiser ma rééduque, ma prise en charge. Et ça vient d'un papier, toujours de la même équipe, là, de l'International Ankle Consortium, c'est publié dans le BJSM, je vous ai parlé de la Hunt. Et il commence par nous dire, la première chose, c'est de comprendre le mécanisme lésionnel. Déjà, être capable de faire la distinction, ne serait-ce que via le mécanisme, entre une entorse latérale
et une entorse de la syndesmose. Pourquoi? Parce que la prise en charge, elle sera drastiquement différente. Et la syndesmose, elle nécessite une immobilisation, enfin la prise en charge n'est pas du tout la même. Une fois que j'ai compris le mécanisme lésionnel, il faut que je vérifie si mon patient il n'est pas instable chronique de cheville. Est-ce qu'il n'en est pas à sa 50e entorse de cheville? Et auquel cas, je sais que je vais être un peu plus en difficulté pour prendre en charge, parce que globalement, il va avoir plus de bulles dans mon modèle qui est allumé. Donc lui, il va falloir que je passe plus de temps et ce sera plus difficile certainement de le remettre sur le terrain. La troisième étape, c'est d'évaluer les structures osseuses. Donc là, on a les critères d'Ottawa, les critères de Bernès que vous connaissez peut-être, qu'on va rajouter dans les critères dans les nouvelles recommandations. Et une fois que j'ai exclu la présence d'une syndesmose, que j'ai compris qui était mon patient instable ou pas instable à ce moment-là, que j'ai vérifié que j'ai pas d'atteinte osseuse, alors j'ai un examen complet au niveau ligamentaire. Examen du LTFA via le tiroir antérieur, examen du calcanéo-fibulaire via le talartil test, la palpation notamment, et vérification de la syndesmose via palpation, squeeze test, etc., test de force, enfin test en charge de fente et test de contrainte en rotation latérale. Une fois que j'ai ça, mon examen clinique, entre guillemets, il est terminé. Ça, c'est plutôt votre job à vous en tant que médecin. Et je sais que c'est une entorse latérale de cheville qu'il va falloir que je traite en rééducation. Et pour faire ça, ça, à ce moment-là, vous nous le passez à nous en rééducation. Vous pouvez le faire vous aussi. On va faire ce gros bilan qui est le ROST que vous avez ici. ROST, ça veut dire Rehabilitation Oriented Assessment, c'est-à-dire, en fait, la rééducation que je vais conduire, elle dépend du bilan que j'ai fait et donc des déficits de mon patient. Donc, le but de ce bilan, c'est d'essayer de cocher les croix du modèle d'Hertel. Donc, on ne va pas tout faire, mais globalement, vous voyez qu'on va évaluer le gonflement, la douleur, les amplitudes, la flexion dorsale, la force, l'équilibre, le contrôle postural dynamique, etc., etc. Et pour ça, il y a des tests que vous avez ici dans la dernière colonne qui sont aujourd'hui validés, qui sont faciles à mettre en place en pratique, qui nécessitent pas nécessairement du gros matériel, si ce n'est peut-être un dynamomètre manuel pour évaluer de la force. Mais globalement, une fois que j'ai bien mis en place mon bilan, on retrouve le FAM, on retrouve des scores de fonctions, vous connaissez comme le Tegner par exemple, qui vont nous permettre de caractériser notre patient et de nous dire, OK, en rééducation, il faut que je le traite comme ça, comme ça, comme ça. Chez lui, j'ai besoin de bosser de la proprioception. Chez elle, j'ai plutôt besoin de bosser de la force. Et si je fais de la force chez lui, je vais pas avancer parce qu'il n'a pas de déficit de force. Si je fais de la proprio chez elle, je vais pas avancer parce qu'il n'a pas de déficit de proprio. C'est vraiment une rééduque à la carte qui est vraiment essentielle à prendre en compte. J'ai essayé de vous résumer ça. C'est un modèle que je viens de créer. Donc, vous me direz s'il est clair ou s'il n'est pas clair. Donc, on a le bilan, l'examen clinique. En anglais, je l'ai laissé en anglais. Autour de ça, on va faire un bilan complet de la douleur du gonflement avec l'échelle visuelle analogique, le test du figurant 8, qui est un test d'évaluation de l'œdème. On va évaluer les amplitudes, on va évaluer le contrôle postural, on va évaluer la proprioception, on va évaluer la force, et on va évaluer sa capacité à faire des tâches dynamiques, la course, les sauts, les réceptions, les changements de direction. Une fois que j'ai compris qui était mon patient, quel déficit il avait, en rééduque, ça vous concerne peut-être un peu moins, mais en face, je vais mettre des aspects spécifiques. S'il y a des gros problèmes de douleur, de gonflement, c'est de la immobilisation, de la remise en charge progressive, de la décharge, etc. Si c'est des problèmes d'amplitude articulaire, on sait que l'activité marche bien, la thérapie manuelle marche pas mal aussi. Si c'est des problèmes de contrôle postural, c'est tout ce qui est travail d'équilibre, travail sur plan stable. Si c'est de la proprioception, on a des outils de feedback visuel. Si c'est de la force, je fais du renforcement. Et si c'est des problèmes de tâches dynamiques, je leur mets dans des activités de tâches dynamiques. Donc en fait, je construis ma rééduque et le contenu de mes exercices en fonction de mon point de départ, à savoir le contenu de mon bilan et les déficits de mon patient. Et donc une fois que j'ai ça, on sait que ça marche beaucoup mieux que si je fais tout en même temps, tout mélanger, parce que globalement, je ne vais pas cibler les déficits. Voilà le grand message que je voulais vous faire passer. Je fais trois slides sur le retour au sport. Vraiment les dernières nouveautés là-dessus. Je pense que vous avez suivi ce qu'on avait publié récemment sur le Uncle Go. Sinon, vous pouvez aller voir le webinaire. Donc, on a créé un score avec différents items. Vous pouvez utiliser l'application, c'est gratuit si vous scannez le QR code ici et vous l'aurez sur vos téléphones. La dernière publication qu'on a sortie, je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas de critères qui nous permettent de dire ce patient, il a une bonne probabilité de devenir copper ou au contraire, il a une bonne probabilité de devenir instable. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des patients, on les a testés à la fin de leur rééducation, on leur a fait faire l'Uncle Go et on les a suivis sur 1 et 2 ans et on a regardé qui devenait copper, qui devenait pas copper. Et ici, vous avez donc ceux qui sont devenus copper, c'est ceux en vert pour l'instant. Vous avez les différents items de l'Uncle Go avec le score total au bout. Et ce qu'on voit, c'est que ça peut paraître un peu brouillon ici,
Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de pattern global, c'est-à-dire que tous les copeurs ne se comportent pas pareil. Vous avez plein de gens, plus le rond est gros, plus c'est qu'il y a de patients qui étaient caractérisés ici. Bah, vous voyez qu'il y a des patients qui sont très nuls ici, très nuls ici. Alors plus le nombre de points augmente, plus ça veut dire qu'ils marquent des points, donc ils sont plutôt bons sur les tests. Vous avez des patients qui sont très nuls ici, puis qui vont devenir très bons à la fin, et qui à la fin nous sortent un Uncle Go qui est plutôt cohérent, et qui finalement va avoir une bonne probabilité de devenir copper. Donc ça, c'est les coppers. Et puis les instables, ben, c'est pareil, c'est un peu le chantier. Il n'y a pas vraiment de pattern commun. Il y a des patients qui sont très bons sur certains tests, très mauvais sur d'autres, et on ne peut pas identifier de trajectoire spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun des différents tests spécifiques de l'Uncle Go qui a pu identifier qui allait devenir copper et qui allait devenir instable. Par contre, quand on groupe tous ces tests et qu'on calcule l'Uncle Go, eh ben, globalement, on sait que si on a un Uncle Go qui est supérieur à 11, on a 12 fois plus de chances de devenir copper. Donc c'est un indicateur, c'est le premier indicateur en fin de rééduc qui nous dit, lui, il a de très bonnes chances de devenir copper. Et ça, en bleu, c'est des sujets sains. Là, par contre, vous voyez que les sujets sains, globalement, ils cartonnent sur à peu près tous les tests. Pas sur tous, les sujets sains, ils ont rarement 25, il n'y en a pas beaucoup qui ont 25, là, dans cette cohorte, il n'y en a même pas du tout. Mais globalement, ils sont plutôt bons sur tous les tests. Donc l'Uncle Go, les résultats récents, c'est ça. Donc ça, c'est le système de calcul de points. On a publié cette année trois grands résultats importants. Si vous avez plus de 8 points, vous avez 5 fois plus de chances de reprendre votre sport au même niveau qu'avant. Si vous avez moins de 8 points, vous avez 9 fois plus de chances de vous faire une récidive de l'entorse dans les 2 ans qui suivent. Et ce que je viens de vous dire, c'est que quand vous avez plus de 11 points, vous avez 12 fois plus de chances de récupérer complètement, de devenir copper. Donc en fait, c'est un outil qui va vous aider dans la décision à dire oui, lui il peut reprendre, lui il peut pas reprendre. C'est pas le seul et on veut surtout pas que les gens ne s'appuient que sur ce test-là. Il y a plein d'autres facteurs, le sexe, le type de sport, évidemment, vous êtes bien placé pour le savoir. On peut pas tout baser sur un seul test et il faut surtout pas le faire. Par contre, c'est un outil qui vous dit là clairement, il est pas bon, il est pas prêt du tout et si je le remets sur le terrain, il va se replanter. Et la dernière chose, et je vais finir sur ces slides-là, on a, on va publier, on espère, on est vraiment au final de l'étape, on va dire. On a fait passer l'Uncle Go à des patients instables de cheville et on l'a fait sans rien, strappé, et puis avec une attelle. Et ce que vous voyez ici, ça c'est sans attelle, ça enfin c'est sans rien, ça c'est avec un strap, et ça c'est avec une attelle. Globalement, l'Uncle Go, il augmente significativement, et il augmente beaucoup, on gagne en moyenne 3 points, quand on met une attelle ou un strap. Il n'y a pas de différence entre attelle et strap. Par contre, la grosse surprise, c'est un message fort, ça, c'est qu'en fait, les patients, ils ne progressent que sur le ressenti, que sur les aspects psychologiques. Tous les autres tests fonctionnels, je ne suis pas rentré dans le détail, mais je pense que vous les connaissez, l'équilibre sur un pied, le SEBT, le side-up test et le figure en 8, aucun de ces tests-là n'a été amélioré par le port d'une attelle ou du strap. Et en fait, l'Uncle Go, il augmente significativement. On atteint quasiment 12 points, le seuil pour devenir, entre guillemets, copper. Pour autant, c'est que les aspects psychologiques, le ressenti du patient. Donc ça, c'est un élément important. Voilà, avant de passer à la discussion, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, on a organisé à Strasbourg en octobre l'International Ankle Symposium, qui est le congrès international sur l'instabilité de cheville, qui tourne un peu dans le monde entier. On sera en Corée du Sud dans 2 ans. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, il y a un replay qui est possible. Je crois que ça coûte 180 balles. Je vous ai mis le QR code ici et vous aurez un congrès complet sur l'instabilité de cheville avec vraiment les plus gros spécialistes au monde sur l'instabilité. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, franchement, foncez, allez-y. C'est vraiment, pour ceux qui y étaient, je sais qu'il y en a qui y étaient, c'était vraiment plutôt une belle réussite et les retours sont très bons. Et puis, je vous ai mis deux livres vraiment spécifiques sur l'instabilité de cheville et un livre qu'on va sortir là au mois de février sur la rééducation du sportif. C'est plutôt à destination des kinés, mais je pense que si vous intéressez à la rééduque, c'est un outil qui vous aidera pas mal. C'est un gros bouquin qui fait un peu plus de 400 pages sur toute la prise en charge des pathologies sportives, mais plutôt le versant rééducation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Désolé si j'ai dépassé le temps, c'est possible. Et puis, ben, je suis dispo si vous avez des questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Brice. C'était Merci Brice. passionnant. Alors, il y a des questions qui ont été notées dans le chat. Je ne sais pas si Sandro, Azzano et les suivants veulent les poser dans l'ordre ou s'ils préfèrent qu'on les lise. C'est peut-être plus sympa si vous posez la question, sinon je la lis. Si Sandro est encore parmi nous. Bon, je vais te poser la question. Sandro, il demande, est-ce que la prédiction qu'un patient devienne copper ou non copper est dépendante?
de la gravité de l'entorse latérale initiale. Est-ce que les hauts grades d'entorse initiale influent effectivement sur le fait que le patient va finir copper ou pas copper en fin de prise en charge? Alors, c'est une bonne question, c'est une question qu'on pose souvent. Déjà, il faut savoir que le système de classification des entorses, grade 1, grade 2, grade 3, alors en France, on est les seuls à utiliser bénigne, moyenne et grave. Ça, il faut Mhm. arrêter ça. C'est grade 1, grade 2, grade 3. Parce que non, malheureusement, le grade, il n'est pas prédictif de ce que va devenir le patient derrière. Parce qu'en fait, le grade, il est souvent basé sur la laxité. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus vraiment sur la définition. Il n'y a aucune classification officielle. Enfin, je ne sais pas laquelle vous utilisez. Moi, j'utilise plutôt celle de l'International Uncle Consortium, mais qui se base sur d'autres travaux, donc j'ai perdu le nom. Mais globalement, il y a à peu près une dizaine de classifications, toujours avec ce même système. Alors, c'est pas exactement les mêmes critères, mais il n'y en a aucune qui a réellement été validée. Et il y a un papier très récent qui fait une revue complète et qui dit, ben, en fait, on a des classifications, mais elles sont pas franchement avérées. Et en plus de ça, elles nous aident pas énormément dans ce que va devenir le patient. Alors, c'est pertinent peut-être pour l'immobilisation, la phase d'immobilisation, la décharge. Par contre, et c'est pour ça, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser le terme d'entorse grave et d'entorse bénigne, parce qu'on passe un mauvais message aux patients, un discours un peu nocebo à dire c'est une entorse grave. Moi, souvent, les patients, ils arrivent en disant, oh là, j'ai une entorse grave. Et je leur dis, non, c'est bon, c'est un stade 3. Ils me disent, ah bon, bah, c'est bon alors. Et à l'inverse, si vous leur dites c'est une entorse bénigne, pour eux, ben, c'est pas grave. Et en fait, c'est faux, parce que eux, ils ont pas moins de chances de récidiver et de développer une entorse, une Après, instabilité. moi, pour poursuivre un peu la discussion sur ce point, en général, quand on souligne un peu la gravité, entre guillemets, d'une entorse, et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, les médecins qui sont dans l'audience, c'est pas pour justifier aux patients une immobilisation qui soit adaptée, puisqu'en fait, on sait bien que sur des entorses latérales sans lésions osseuses associées, rapidement, ils vont aller beaucoup mieux. Et en fait, de continuer à porter l'entorse après 3-4 jours alors que la cheville elle a déjà pas mal dégonflé, que à la marche, en dehors des mouvements de varus valgus, ils vont pas trop se sensibiliser. En fait, nous, c'est plus, tu sais que les patients sont compliqués et que parfois on a besoin de justifier notre immobilisation en donnant des éléments un peu de gravité et en leur disant que justement ils risquent une instabilité au long cours s'ils laissent pas leurs ligaments cicatriser correctement. Mais Ouais, ouais, ça j'entend. Et je trouve que c'est un bon argument sur l'immobilisation et le fait qu'ils portent leur attelle ou leur béquille pour pouvoir décharger. Mais je me dis que si on leur dit grade 3 c'est pas plus mal que ça. ouais, Et il y a l'autre côté en disant c'est une entorse bénigne. Quoi. Donc voilà, je suis pas fan de ces termes-là, mais j'entends l'argument. non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis au final, c'est vrai qu'il y a plein de classifications différentes qui existent. Et je pense, chacun fait un petit peu à sa sauce sur les prises en charge initiales. Et du coup, ça crée un peu de la confusion parfois chez les patients, avec des gens qui sont à la limite de l'éplâtrer et d'autres qui leur disent, il n'y a pas de problème, pas besoin d'immobilisation avec la même lésion. Donc Ouais, voilà. c'est clair. Mais il y a même pas de consensus dans la littérature sur c'est quoi les critères d'immobilisation en fonction du grade. Ah oui. Alors, grade 3 il y a quand même cette notion de 6 semaines. Avant un grade 6 semaines d'immobilisation, avant un grade 3 il parle de 10 jours Ouais, d'immobilisation en fonction de la douleur du patient, quoi. ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a pas, ben, vu qu'il n'y a pas déjà de consensus dans la gravité, enfin, dans les critères, la classification, on a du mal à avoir un consensus d'immobilisation. Puis c'est vraiment du cas par cas, quoi. Et en tout cas, de toute façon, pour toi, ça prédit pas après de la récupération et du fait qu'il va devenir instable finalement ou pas, quoi. Non, ouais, pas du tout. Moi, franchement, alors prenez-le pas mal en tant que médecin, mais en fait, je m'en fous un peu de savoir si c'est un grade 1, un grade 2 ou Ouais. un grade 3 en réduc, hormis cette notion de douleur et d'immobilisation. Là, je suis plus vigilant là-dessus, mais sur ce que je vais faire moi en rééducation, des fois, j'ai plus de boulot avec un grade 1 qu'avec un grade 3. Ouais. Ok, alors question suivante, Pauline, qui te demande combien de temps est-ce que tu consacres à ce genre de bilan exhaustif? J'imagine que c'est pour le bilan du ROST, ce qu'on appelle ce ROST, parce que l'examen clinique, les critères d'Ottawa, tout ça, ça va Ouais. hyper Je vite. parlais des deux bilans, en fait, le bilan, donc oui, le bilan du ROST pour savoir avec quel patient on a affaire, et après l'Uncle Go.
Ok. Alors, dans l'Uncle Go, il y a des éléments qui sont déjà dans le Rust. Le SEBT, il y est, le single leg stance, il y est, et le FAM, il y est aussi. Donc, ça, tu peux le mutualiser. Ensuite, je fais jamais, pour le Rust, je fais jamais tout le Rust en même temps au patient. Parce que, il y a des tests enfin, il y a des éléments du Rust qui sont très pertinents en début de rééducation. Par exemple, la douleur, le gonflement, la capacité à se mettre en équilibre. Par contre, je vais jamais faire un test de force max à la séance numéro 1 ou à la séance numéro 2. Je sais qu'il sera nul, globalement. Je vais jamais lui faire faire un SEBT à la séance 1 ou 2, donc il sera nul. Donc, globalement, ça arrive jamais que je fasse tout le bilan sur une seule séance. Souvent, tu vas faire évaluation de la douleur, évaluation de l'amplitude, évaluation du gonflement, plus quelques scores fonctionnels, mais à J2, ils sont tous pourris, donc tu les fais pas tout de suite. Ces trois tests-là, ça prend 10 minutes, même pas. Et puis après, je vais voir que ça se règle. Et sur une séance un peu plus retardée, on va dire à 1 ou 2 semaines, bah là, pour le coup, on va pouvoir aller faire un test de force, un test d'équilibre. Puis après, ensuite, j'irai sur du SEBT. Donc, il n'y a jamais une. Je peux même pas te dire combien il durerait théoriquement, mais le Rust, il est jamais fait en une fois. Il est vraiment fait au fur et à mesure de ta rééduque. Et pour l'Uncle Go, il nous prend entre 20 et 25 minutes. Puisqu'avec l'application, en fait, le patient, il reçoit directement sur son téléphone les questionnaires et il peut remplir lui de son côté, soit dans la salle d'attente, soit chez lui, puis tu as la réponse automatiquement et tu vérifies avec lui le lendemain. Et donc, il te reste les quatre tests fonctionnels et en 20-25 minutes, c'est fait. Ok, merci. Merci. Et juste, l'application, elle est gratuite ou elle est payante? Non, c'est tout gratuit. Merci. Une question de Dimitri. Est-ce que l'instabilité chronique de cheville slash une entorse latérale de cheville non traitée augmente le risque de lésion du ligament croisé antérieur? Alors ça, c'est une très bonne question parce que je suis en train vraiment de bosser là-dessus en ce moment. Il n'y a pas la réponse dans la littérature scientifique. J'ai trouvé aucune étude qui parlait de ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre les données sur notre population de STAPS. Donc, j'ai rentré un peu plus de 500 étudiants et de manière rétrospective, donc avec un peu toutes les limites que ça a. J'ai identifié ceux qui s'étaient déjà pété le croisé. J'ai essayé de regarder s'ils avaient une instabilité chronique de cheville. Et globalement, j'ai pas vu beaucoup de choses, mais je pense que d'un point de vue statistique, on est un peu limite parce qu'il n'y a pas tant il y a pas tant d'étudiants STAPS qui se sont fait les croisés. Donc la puissance statistique, elle est un peu bancale. Mais par contre, très objectivement, dans la littérature scientifique, il n'y a aucune étude qui a jamais regardé ça à ma connaissance. J'aurais tendance à dire que oui, mais ça, c'est plutôt par expérience des terrains. Et puis Mais le problème du rétrospectif, comme tu le dis, c'est que parfois tu vas avoir la lésion du LCA, il va s'en souvenir, mais l'entorse qu'il a fait dans le passé et pour lesquels il garde un schéma moteur parfois perturbé, ça il le notera pas forcément dans ses antécédents. Donc c'est peut-être une des limites aussi que tu as pu ouais, identifier dans carrément. l'analyse de tes données. Donc là, il nous faudrait un peu une étude un peu sympa. S'il y en a qui suivent des athlètes et avec qui on pourrait faire des grosses cohortes, c'est prendre des jeunes, des lycéens, regarder qui est instable. Vous avez compris, c'est facile. Il y a trois critères, donc ça c'est simple. Et puis de les suivre sur 2, 3 ans. Si en plus c'est des populations genre des handballeurs ou des basketteurs et que vous avez des filles, qui vont avoir un risque majeur de se péter le croisé, ça peut être une étude vraiment sympa et elle n'existe pas cette étude, c'est sûr. On va peut-être t'appeler à Montpellier, Brice, du coup. Et ben voilà, je suis chaud. Et en gros, Alors, ton idée, c'est que pardon. l'instable chronique de cheville, il a un déficit de contrôle postural. Il peut rentrer dans un déficit de contrôle postural et derrière, du coup, moins tenir son croisé. Ouais, c'est un peu ça. C'est que et puis en plus les appuis chevilles, ils sont quand même moins performants quand tu as une instabilité de cheville. Du coup, l'hypothèse c'est que ben tu remets plus de contraintes sur le genou. C'est un peu des mécanismes. De toute façon, les deux sont plutôt des blessures sans contact souvent sur des 1 contre 1, des réceptions. Donc, mais c'est une hypothèse. Hein. J'ai pas vraiment d'éléments si ce n'est les déficits sensorimoteurs qu'on retrouve dans les deux pathologies. Ok. On a du travail pour ceux qui veulent faire un peu de recherche. Ouais. Alors, question suivante, il n'y en a plus beaucoup. Quel a été le délai avant la réalisation de l'Uncle Go en fin de rééducation dans la figure présentée sur les patients devenant Cooper? Alors, ils ont tous été testés à la même période. Si je dis pas de bêtises, c'est à 2 mois de leur entorse. Mais il faut pas. Ça, c'est souvent une question qu'on pose aussi.
Nous, on avait besoin d'un point de vue recherche de faire passer tous les patients à la même période. Et dans la littérature, on envisage souvent un retour au sport. Alors, c'était tout gravité confondue, encore une fois. Et du coup, ben, vu qu'il y en a qui étaient passés par un peu plus d'instabilité, donc un peu plus d'immobilisation, on voulait qu'ils soient tous sur leur fin de leur rééducation. Ils avaient tous le même nombre de séances, ils étaient allés chez des praticiens différents et ils avaient tous une visite de contrôle, c'était à la chirurgie du sport, notamment à Paris, 2 mois après leur entorse. Mais, mais je pense pas qu'il faille attendre 2 mois pour faire passer le test si vous avez un patient qui va bien à un mois, voire même avant, faut pas lui faire passer le test. Mais nous, d'un point de vue scientifique, on était obligé de cadrer ça et on l'a fait à deux. Merci pour la réponse, Brice, et puis merci pour l'Uncle Go, parce que c'est utile sur chaque entorse. Enfin, c'est une bonne aide à la décision de reprise de l'activité, pas seule, effectivement. La question, c'était plutôt orienée vers l'inverse, c'est-à-dire, est-ce que, en fait, il y a des patients qui vont mettre plus de temps à récupérer, on va leur faire un Uncle Go à 2 mois, ils vont avoir quelques déficit encore et ça permet d'orienter aussi sur la stratégie de rééducation à faire comme tu l'as montré, à mettre en place. Et en fait, l'idée, c'était de savoir est-ce qu'en fait, on va arriver à soigner toutes ces chevilles là ou si il y a un gros déficit proprioceptif. Combien de temps, en gros, tu te laisserais sur une cheville avec plusieurs, plusieurs soucis d'ordre proprioceptif et autres pour classer le patient comme bah, instable chronique et par là se dire, bon, est-ce qu'on peut éventuellement l'aider avec une chirurgie, quoi. Alors, c'est une bonne question. Officiellement, le copper, tu peux le considérer comme copper que 1 an après son entorse. Donc, sauf qu'en pratique, évidemment, on va pas attendre 1 an pour considérer qu'il est guéri. Euh, pour l'axe chirurgical, on en discute beaucoup avec Ronnie Lopez et Alex Hardy. On passe beaucoup de temps ensemble là-dessus. Les recommandations, c'est 6 mois de rééducation. Et si au bout de 6 mois de rééducation, on est chez un patient qui a une laxité, parce que le critère numéro un, c'est quand même la laxité, les chirurgiens, ils opèrent la laxité. Sur la douleur, ils sont assez unanimes, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Euh, si je reprends l'Uncle Go, par exemple, Ronnie et Alex, ils demandent systématiquement un Uncle Go avant la chirurgie. Et globalement, s'ils voient qu'on peut progresser sur certains items, ils vont retarder jusqu'à, ouais, des fois 3, 5 mois. Alors là, je parle hors sportif de très haut niveau, avec un contexte un peu particulier, on va dire, chez monsieur, madame, tout le monde. Si tu as identifié, normalement, si tu as bien fait les choses, assez rapidement, avec le ROST, tu vas repérer des déficits proprioceptifs, s'il y en a, et tu vas pouvoir le travailler régulièrement. Si tu vois qu'au moment de le remettre sur le terrain, donc on va dire à partir de 6 semaines, il a toujours des déficits de contrôle postural, de proprio. Comme tu dis, tu vas guider ta fin de rééducation, ce qu'on appelle classiquement la réathlétisation. Et si malgré tout, tu vois qu'il plafonne, là, ce qui va t'aider, c'est le CAIT, en fait. C'est de dire, est-ce que ton patient, il garde une instabilité ressentie? Il a un CAIT qui est pas bon, il a un FAM qui est pas bon. Alors le FAM, il est dans le Uncle Book. Si ton patient, malgré tout ce que tu fais, malgré les déficits que tu as identifiés, il progresse pas et il garde une instabilité et il est lax et que ça fait 3 à 4 mois que tu bosses dessus, ben pour moi, c'est une bonne indication chirurgicale. Ok, ok, merci. Merci beaucoup. Allez, il reste deux questions. Alors, c'est Michael qui nous demande, y a-t-il une progressivité dans la rééducation, à savoir, selon bilan, retrouver une force suffisante avant de s'attaquer au plan instable, par exemple? J'ai souvent la surprise d'avoir des patients mis au plan instable à risque dès deuxième séance de rééducation sans renforcement ou récupération des amplitudes suffisantes. Ben, ouais, encore une fois, normalement, tout est basé sur ton bilan initial. Alors souvent les gens, ils mettent les gens sur des plans instables, sur les patients sur des plans instables, en se disant, je vais travailler la proprioception de la cheville. Or, on sait que c'est pas vrai. Si tu mets un patient sur un plan instable, tu utilises au contraire moins ta cheville et plus tes lombaires. Donc, il faut vraiment distinguer proprioception. Proprioception, ça s'évalue par le sens de la position, le sens de la force, le sens du mouvement. Ça, c'est d'un côté la proprioception. Et de l'autre côté, tu as le contrôle postural, l'équilibre, c'est la même chose, qui, elle, va intégrer, qui lui d'ailleurs, l'équilibre, va intégrer une partie de la proprioception, mais pas seulement. C'est-à-dire que
on estime, là, on a des travaux de ma doctorante qui montrent qu'il y a environ 30 à 40% seulement de la performance posturale qui est expliquée par ta proprioception de cheville. Donc, c'est deux choses vraiment distinctes, l'équilibre et la proprioception. Donc, si ton patient il a un déficit de proprioception, faut pas le mettre sur un plan instable. Si par contre il a un déficit de contrôle postural sans déficit de proprioception, lui, tu peux le mettre sur un plan instable. Donc ça, c'était juste pour clarifier les choses. Et en termes de progression, bah, encore une fois, ça va être ton bilan initial, ton ROS. Si ton patient, tu vois qu'il a pas mal, parce que ça passe assez vite finalement des douleurs d'entorse de cheville. Je parle d'une entorse latérale classique en 3 4 jours. Ta douleur, elle est plus trop là. La priorité souvent, c'est de travailler la flexion dorsale de cheville. C'est la lutte contre l'œdème. Et en fait, ce qui va nous guider, c'est ces deux axes-là. C'est vraiment œdème et gonflement. Œdème et gonflement, c'est pareil. Œdème et douleur, qui fait que bah, si ton patient il n'est pas trop gêné par rapport à ça, tu peux le remettre assez vite en charge. Par contre, si tu vois que ta douleur, ton œdème remonte, alors c'est que tu vas trop fort. Tu as vraiment cette notion de progression. Donc oui, la réponse à ta question, c'est évidemment, il y a une progression. Elle est toujours guidée par la douleur et le gonflement, mais elle est surtout guidée par les déficits de ton patient. Et il y a des fois, moi, j'exagère un peu, mais je vais pas passer des heures à faire de l'équilibre parce que, en fait, il va plutôt bien. Et chez lui, c'est plutôt de la force. Donc la force, on peut aussi la travailler assez rapidement en décharge, etc., etc. Donc il n'y a pas de, il faut pas imaginer un protocole tout fait de A à Z. C'est vraiment au cas par cas et en permanence ce qui doit te faire voir si tu progresses dans le bon sens. C'est ton résultat au ROS. Donc il y a vraiment la notion de test-retest. Tu testes ton patient, il est pas bon. Tu fais une partie de ta rédu qui devient bon. Et tu surveilles surtout tout le long que tu n'aies pas une augmentation au niveau de la douleur et une augmentation de l'œdème. Mais c'est vraiment les piliers. Les piliers de la réduc, c'est douleur, œdème, amplitude articulaire. Et après, tu remets les autres aspects. Ok, merci. Et dernière question enfin, un peu la même question que tout à l'heure, mais dans un contexte particulier. Quel délai après une ligamentoplastie de cheville pour passer l'Uncle Go? Ah, bah alors ça, c'est une autre excellente question. Eh ben, il y a un papier qui devrait pas tarder à sortir, sur lequel on a fait l'Uncle Go à 4 mois post-op, si je dis pas de bêtises, ouais, post-ligamentoplastie. Mais là encore, en fait, on essaie de se battre pour qu'il n'y ait pas de délai officiel. C'est-à-dire que c'est toi, en tant que clinicien, en tant que médecin, en tant que kiné, en tant que chirurgien éventuellement, qui dit, bah là, mon patient, j'ai l'impression qu'il a suffisamment de compétences pour passer l'Uncle Go. S'il a toujours mal, s'il n'a pas récupéré sa flexion dorsale de cheville, lui, il faut pas lui faire passer l'Uncle Go, ça sert à rien, tu sais qu'il sera pas bon et tu vas le mettre en danger. À l'inverse, tu peux avoir des gens qui vont assez vite bien et qui, sur certains tests à l'Uncle Go, pourraient tout à fait le passer. Donc, sur le croisé, on se bat maintenant depuis quelques années en disant qu'il faut arrêter d'utiliser des critères temporels et utiliser des critères objectifs. Donc nous, on a été obligé de le faire en recherche, de dire bon, on les fait tous au même moment. Mais vraiment, je pense qu'il faut plutôt voir comment va le patient et dire lui, je pense qu'il est capable de passer l'Uncle Go. Et s'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Donc c'est que c'est trop tôt pour le passer. Mais il faut pas voir ça comme vraiment un timing à tel moment. Je pense qu'on a vraiment beaucoup fait cette erreur sur le croisé à dire on fait un test isocinétique à 4 mois chez tout le monde. C'est une connerie. Tu sais, des fois, tu sais très bien que ton patient, faut pas qu'il aille passer un test iso. Il va être pourri et tu lui fais faire un test iso pour rien. Non, mais c'est sûr, Et du je suis complètement d'accord avec toi. Et puis en plus, les patients attendent avec, enfin, ils posent la question, alors à quel mois je vais pouvoir faire ci, à quel mois je vais pouvoir faire ça. Parfois, c'est bien, ils sont en avance et on peut leur faire des choses leur faire faire des choses plus vite. Parfois, ils sont en retard et finalement, ça se passe autrement. Et en fait, en réalité, à chaque fois, on se plante en voulant prévoir en termes de temps. Donc, je suis complètement d'accord Et avec ouais, toi. puis il vaut mieux dire au patient, bah, on va le faire entre guillemets plus tôt que prévu, ou au contraire lui dire on va attendre telle date pour le faire et que le résultat il soit cata quoi. Parce que lui, il Hmm. s'attendait à passer le test et avoir un résultat positif. Donc ouais, j'essaye de pas trop me baser sur le temps et de faire pas au feeling, mais vraiment avec des critères objectifs meilleurs que le temps. Et du coup, tes cryptères objectifs, concrètement, c'est plus de douleur, bonne flexion dorsale, pas trop d'épanchement et périmètre du malléoire symétrique. Et en gros, peut-être un peu de saut, vu que tu vas faire le 8 le saut unipodal, pas douloureux. Ouais, c'est En ça. gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui est déjà allé courir un petit peu. L'Uncle Go, il a été construit pour valider le retour au sport. Donc, dans le continuum de Claire Arden, je pense que vous connaissez, il y a le retour à la participation. C'est ton patient qui commence à refaire un peu des activités sportives. Et il y a son retour au sport dans lequel tu vas le remettre dans son activité sportive propre à lui et à l'entraînement.
À nous, il se positionne vraiment à la transition entre ces deux trucs-là. Donc c'est quelqu'un qui a déjà repris à courir, qui tolère bien la course tranquille, quoi. Il n'est pas parti faire un marathon, évidemment, ou un trail. Il tolère bien ça, il est capable de faire des sauts parce que tu vas lui faire faire un figure en 8 et un side-up test. Et tu vois que ben, il réagit plutôt bien, il a une cheville qui gonfle pas, il n'est pas hyper douloureux, il est motivé pour le faire, il n'a pas une énorme appréhension, et du coup tu dis, bah allez, banco, on voit ce que ça donne. Et s'il score un truc à 17 alors qu'il est un mois plus tôt que prévu, bah, je préfère lui donner le feu vert à 17 un mois plus tôt que prévu que donner un feu vert à quelqu'un qui a un petit 11 2 mois après la date théorique de l'Uncle Go, quoi. Parfait. Et du coup, j'avais une question, je crois qu'il y en a plus sur le chat. Ah si, il y a Paul. Paul Paul qui qui dit, une dernière dernière question. pour les orthèses de cheville, tu préconises de la mettre chez tous les instables pendant le jeu? Alors ça, on a souvent ce débat et cette discussion aussi. Ce qu'on sait, si on prend orthèse et strap, enfin attelle et strap, on sait que globalement, il y a un consensus assez large qui montre que ça diminue et l'incidence de la blessure et la gravité de la blessure. Ça, c'est à peu près acté, il y a plein de papiers qui le montrent. Après, moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment pour moi, c'est une gestion du risque. C'est-à-dire que qui est-ce que tu as en face de toi? Toi, souvent, on me dit, bah, si je renforce bien ma cheville, je pourrais jouer sans attelle. Est-ce que tu dis à un pilote de F1, si tu renforces bien tes cervicales, on n'a pas besoin de te mettre ta ceinture de sécurité? Tu vois, c'est vraiment la gestion du risque. Si c'est un pivot, un mec qui fait du basket, qui va se retrouver régulièrement dans une soupe de pied, bah ouais, moi, c'est pas déconnant de le faire jouer. Les équipes norvégiennes, par exemple, les Scandinaves, ils sont très souvent avec des attelles pendant les matchs. Par contre, à l'entraînement, dans les phases où le risque il est diminué, c'est vrai, pour moi, l'attelle, enfin, comme la plupart des équipements de protection, c'est vraiment une notion de gestion de risque. C'est quelqu'un qui est à risque de se faire une entorse, ben lui, c'est pas déconnant dans cette situation quand il rentre sur un match de basket en NBA, par exemple, de lui mettre une attelle ou de lui mettre un strap. D'ailleurs, ils sont strappés obligatoirement en NBA. Et par contre, ben, si c'est pour aller courir dans la forêt, faire de la prépa physique, enfin, maintenant, Benoît, tu connais bien tous ces aspects, mais il y a vraiment le côté neurocognitif, quoi. C'est-à-dire que s'il est dans un environnement où il doit gérer un Mm. million de trucs, le ballon, le défenseur, son collègue, machin, il va pas se focaliser sur la cheville, en fait. Et c'est là où il va être à risque de mettre le pied sur un adversaire. Si par contre, c'est quelqu'un qui fait de la course à pied, du trail, qui a moins de gestion de contraintes cognitives, lui, ben, le faire courir strappé, enfin, strappé ou avec une attelle, pourquoi pas en tout début de rééduc, mais en fait, après, au bout d'un moment, il doit être autonome là-dessus. Donc, j'ai pas de réponse claire, mais pour moi, si t'estimes le risque comme étant important, ça coûte rien, entre guillemets, de lui mettre une attelle. Parfait. Et est-ce que vous êtes là, je suis de nouveau sur quand tu as évalué le score en Colgo en fonction du tape ou de la telle, vous avez derrière réévalué, savoir s'il se blesse plus ou il se blesse moins dans le suivi en fonction de après une instabilité chronique de cheville, quand tu leur fais leur en Colgo, est-ce qu'ils se reblessent moins aussi avec le tape ou la telle ou pas encore? Non, ça, on n'a pas fait. On a vraiment pris un instant T des patients, et c'était des patients qui n'étaient pas en très bon état d'ailleurs. Ils étaient plutôt à indication chirurgicale, eux. Mais on n'a pas suivi ces cohortes-là. Ce qu'on sait, c'est, d'ailleurs, on a du mal à conclure en fait. On ne sait pas si c'est bien ou pas qu'il aille mieux d'un point de vue psychologique uniquement. Pour moi, c'est quand même dangereux parce que fonctionnellement, il va pas, il est nul au SEBT, il est toujours aussi nul. Mais Hmm. la telle l'améliore avec son ressenti, mais on ne sait pas si du coup, avec ça, il est plus à risque de Il se blessure. blesse moins ou pas? Ouais. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que théoriquement, si on suit la littérature, il sera moins à risque s'il met son attelle que Mais s'il ça, l'avait. c'est avant blessure, ça. Les deux. Ok. Première entorse, deuxième entorse. Ouais, il y a une grosse revue systématique, un truc de Barrels, là, 2018, qui montre que ce soit une première entorse, deuxième entorse, ça marche mieux avec une attelle, Ok. clairement. Ou un strap. Enfin, lui, c'est attelle sur son papier. Parfait. Trop bien. Ben nickel. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on est bon. Merci beaucoup, Brice. Alors, Ouais, merci. avant qu'on conclue, juste, je redis ce que j'ai dit en début de présentation. On va avoir une session du CJMS au congrès à Angers au mois de septembre et on aimerait vous inclure dans le choix du thème. Donc là, avant de partir, si vous pouviez nous faire des suggestions de thèmes qui vous intéressent pour cette session du CJMS, mettez-les nous. On reposera la question sur les 2, 3 prochains webinars et puis après, on fera des sondages avec les choses qui nous paraissent les plus cohérentes. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre un mot avant de partir.
Et puis, bah, merci beaucoup, Brice, pour cette présentation. C'était passionnant et ça nous éclaire vraiment sur c'est des choses qui sont fréquentes, mais toujours compliquées à prendre en charge. Et tu nous donnes vraiment les clés pour qu'on s'en sorte et qu'on arrive à décortiquer un peu ces problèmes qui sont finalement assez complexes. Bah, Voilà. merci à vous pour l'invitation. J'espère que ça allait et que c'était clair. On n'a pas les réponses à tout, hein. Il y a toujours encore plein de projets. S'il y en a qui veulent se lancer dans l'histoire du lien entre entorse de cheville et rupture de LCA, moi, ça m'intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, si à l'occasion on se croise et que vous voulez discuter, c'est toujours avec plaisir. Parfait. Merci pour l'invite, encore une Merci, fois. Brice. Merci beaucoup. Je te Bonne rappelle. Pas de souci. Bon courage. Ciao. Bonne soirée. Salut à tous. soirée.